L'école Jean Jaurès à Échirolles rendait hommage ce lundi à Samuel Paty, cet enseignant de collège assassiné il y a 2 ans pour avoir montré et voulu parler avec ses élèves des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, de la liberté de la presse et de la laïcité. Les voies sur berge à Grenoble fermées à la circulation ce lundi et mardi de 9h à 15h45. Pas de montée des eaux de l'Isère subite, mais des travaux annuels d'entretien et de nettoyage de la voie Corato engagés par la métropole pour déblayer la végétation envahissante. Et puis, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ? 2 participantes de la Convention citoyenne pour le climat de la métropole, qui vient de rendre ses conclusions, seront les invités du JT dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 17 octobre 2022. Du lundi au vendredi et à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, était tué aux abords de son établissement par un terroriste islamiste. Le ministère de l'Éducation nationale invitait chaque établissement à lui rendre hommage. Ce lundi, la rectrice de Grenoble, Hélène Incel, était venue accompagner les enfants de l'école Jean Jaurès à Échirolles. Avec leurs enseignants, ils ont travaillé sur la liberté d'expression et le métier d'enseignant. Les élèves ont présenté leurs 2 ateliers avant d'interpréter une chanson écrite et composée par eux. Cette commémoration, c'est aussi un travail sur le rôle de l'enseignant, la liberté d'expression. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici avec des petits. On a approché ce que c'est que la liberté d'expression, ce que c'est que le rôle de l'enseignant. Donc c'est un hommage à Samuel Paty pour les enfants de cet âge-là, qui est plus sur finalement les raisons horribles pour lesquels il a été assassiné. C'est-à-dire qu'il faisait juste son métier d'enseignant, à transmettre ses valeurs de la laïcité, ses valeurs de la liberté d'expression. La laïcité, il faut la faire vivre. C'est-à-dire que l'enseigner, c'est une chose, parler des valeurs aussi, c'est important, mais les élèves, ils ont besoin d'expérimenter. Donc la faire vivre pour comprendre à quoi elle sert. Voilà. Comment elle les protège, comment elle leur permet des choses et pas comment elle les empêche des choses. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est peut-être plus vécue comme ça, notamment par les familles. Et nous, notre enjeu, c'est de les faire vivre pour voir qu'elle permet de faire plein de choses et pas l'inverse. La laïcité, pour moi, c'est la liberté d'expression, les droits de l'homme et un peu d'autres choses comme ça. C'est le respect des autres. Des fois, on apprend à être patient, à faire plus de débats. Par exemple, le professeur, il nous apprend à être futur citoyen et tout ça. D'apprendre à se respecter, de se faire des amis. C'est très bien, c'est des bonnes définitions de la laïcité. Et selon le rectorat, cela n'aurait rien à voir avec la précédente situation. Mais ce matin, le collège Jules Flandrin à Coran a été confiné après qu'un garçon d'une 12aine d'années ait appelé l'établissement en menaçant d'y commettre une tuerie. Interpellé en fin de matinée, l'adolescent dit avoir agi par jeu après avoir vu une vidéo sur TikTok et il regrette son acte. Ça pourrait coincer mardi, au début d'après-midi et même toute la journée sur les voies des tramways, mais aussi dans les trains. C'est une journée nationale d'action qui s'annonce. À Grenoble, les syndicats, principalement CGT, FSU et Solidaires, organisent un rassemblement à 11h devant les locaux du MEDEF, avant une manifestation à partir de 13h30 depuis la rue Félix Poula. Éducation, santé, culture, de nombreuses professions sont appelées à défiler pour l'augmentation des salaires et la défense des droits de grève. Gros ménage d'automne sur les berges de l'Isère. Durant 2 jours, ce lundi et mardi, la voie Corato à Grenoble est fermée de 9h à 15h45. Aucune voiture ne circule. En revanche, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour nettoyer la route et ses abords. Il s'agit de débarrasser principalement les végétaux qui pourraient constituer des obstacles. Un nettoyage effectué 1 fois par an, mais dont la fréquence pourrait bien augmenter. Il s'agit de la maintenance annuelle de la voie sur berge, qui est une voie stratégique pour la métropole. C'est une voie de passage importante qui permet d'éviter d'engorger le centre-ville. Donc c'est une voie où il y a de nombreuses voitures qui circulent tous les jours et qui est en bordure de rivière, comme son nom l'indique, le long de l'Isère. Et donc la végétation est très abondante et donc ça pousse beaucoup de manière assez anarchique. Et donc nous avons besoin de l'entretenir régulièrement, notamment en la taillant pour la visibilité, la sécurité, pour nettoyer aussi
la voie afin que, il n'y ait pas des mauvaises racines qui prennent et qui abîment les structures de soutènement qui sont aussi des digues de confortement. On se rend compte qu'effectivement la végétation est très abondante, que ça pousse beaucoup, ce qui n'est pas très surprenant, et donc il y a certainement un besoin d'avoir un entretien peut-être 2 fois par an plutôt qu'une seule fois par an. Nous avons 3 tracteurs à disposition. Donc pour faucher l'accotement de la voie sur berge, afin de premièrement dégager la visibilité pour l'automobiliste et deuxièmement pour maintenir au maximum les structures. On a également une nacelle qui vient pour entretenir tout ce qui est mur en hauteur, ouvrage d'art, pour éviter justement d'abîmer la structure également. Pour cette opération, il y a une quinzaine d'agents mobilisés. Donc il y a tout ce qui est nettoiement des escaliers, comme je vous disais, des ouvrages, des accotements. Et un peu plus bas dans l'Isère, c'est une petite partie des eaux usées en provenance de la station d'épuration Aquapol qui se déverse depuis vendredi soir. En cause, une pièce de 300 mm de diamètre cassée dans le talus en sortie d'ouvrage à 6 mètres de profondeur. Dans un premier temps, une pièce spécialement chaudronnée sera mise en place d'ici mardi midi pour pomper ce qui s'échappe en trop. Le retour à la normale est prévu la semaine prochaine après le remplacement de la pièce endommagée dans le talus. Selon la métropole, les impacts devraient rester minime en raison de la faible quantité de volume déversé à cet endroit où la capacité de dilution de l'Isère reste importante. Après 8 mois de réunions, de rencontres, la Convention citoyenne pour le climat de Grenoble-Alpes Métropole a rendu ses 219 propositions. Vendredi soir, à l'occasion d'un conseil métropolitain exceptionnel, 100 citoyens avaient été tirés au sort. 2 d'entre eux sont parmi nous. Bonsoir Evelyne Tolègne et Bonsoir. Dominique Lecoq. Bonsoir. Quand vous avez été tirés au sort, est-ce que vous avez dit oui tout de suite, Dominique ? Oui, absolument. Je me souviens très bien, j'étais à la cantine de mon établissement professionnel lorsque j'ai été appelée et c'est des sujets qui me préoccupent vraiment, pour lesquels j'estime que chacun d'entre nous doit faire un effort et doit participer, prendre part. Donc j'ai dit oui tout de suite, oui. Et vous-même ? Alors moi, pas tout de suite. Je dois dire que j'étais un peu surprise par l'appel téléphonique que j'ai reçu et de ce tirage au sort, en fait. Et donc, du coup, j'ai un peu hésité parce que je me demandais si c'était vraiment quelque chose de sérieux ou pas. Et quand j'ai compris que c'était effectivement une démarche assez sérieuse et bien calibrée, on va dire, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était intéressant d'y participer. Sur le principe, le fait qu'on demande leur avis à des citoyens, pas seulement à des élus ou à des techniciens, c'est ça aussi qui vous a séduit ? Oui, absolument. Je pense que, encore une fois, chacun d'entre nous doit faire une part de l'effort. Et je pense qu'on est plus à même de pouvoir agir si on comprend pourquoi, les raisons qui nous conduisent à ça. Et quand on voit qu'aujourd'hui, 17 octobre, il fait 27 degrés à 17 heures, je crois qu'il faut faire vraiment quelque chose. Evelyne Tolègne, est-ce que vous, à votre niveau, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous aviez déjà commencé à accomplir ces petits gestes ? Alors oui, des petits gestes, mais je n'avais pas vraiment conscience de tout ce qu'on a pu apprendre pendant cette convention citoyenne, en fait. Mais j'étais sensibilisée. J'étais pas non plus vraiment quelqu'un qui était... c'était pas ma priorité, on va dire. Et c'est devenu une des priorités, en fait, une de mes priorités à la suite de cette convention. Donc, depuis la Convention, vous avez un petit peu changé vos modus operandi, si j'ose dire. Vous vous êtes retrouvés pendant plusieurs samedis, venant tous d'horizons différents, des cadres, des personnes plus simples, des employés, des gens de plein d'horizons différents, à la retraite, des étudiants. Voilà, des hommes, des femmes, tous des majeurs quand même. À l'arrivée, 219 propositions sur 9 thèmes. On ne va pas pouvoir toutes les lister, mais peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes qui vous tiennent à cœur ? Alors moi je pense, il y a de nombreux sujets, dans les sujets effectivement sur lesquels on peut avoir le plus d'impact en fait par rapport aux enjeux de diminuer notre empreinte carbone, c'est évidemment les sujets de la mobilité, c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'habitat et de la rénovation.
Et en particulier, on a fait un certain nombre de propositions dans le domaine de la déminéralisation des espaces urbains et puis aussi de la végétalisation dans le cadre des rénovations d'immeubles. Ça, c'est des thématiques sur lesquelles il est possible d'agir assez rapidement et qui peuvent avoir un impact aussi très rapide. Donc voilà, donc ça fait partie des thématiques, moi, qui m'ont particulièrement sensibilisée. Un impact très rapide, mais c'est peut-être aussi les propositions les plus chères. Est-ce que vous avez chiffré vos propositions ? Absolument pas, absolument pas. On était là pour faire des propositions qu'on devait transmettre à des élus qui, eux, doivent bien évidemment étudier la faisabilité technique et faisabilité aussi financière. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de propositions qu'on a faites dans les 219. Certaines coûtent assez cher, bien évidemment. D'autres coûtent pas vraiment très très cher, et beaucoup sont aussi des changements de mode de pensée aussi, notamment pour les mobilités, c'est-à-dire de motiver, d'informer, de montrer aux personnes que l'on peut se déplacer autrement qu'en véhicule, et d'avoir des modes de transport qui soient plus neutres en émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de propositions, certaines sont moins coûteuses que d'autres sont plus coûteuses, mais on a bien indiqué à nos élus que c'était pas des choses que l'on pouvait mettre immédiatement en place, mais que c'était à terme. On nous a demandé en fait dans cette convention citoyenne d'avoir une vision de notre ville, de notre métropole à l'horizon 2050. Voilà, donc... il y a un petit peu de marge. Alors, je ne sais pas si c'est une proposition, si vous êtes à l'origine de cette proposition, puisque, sans dévoiler toute votre vie, Evelyne Tolègne, vous êtes avocate, et une des propositions, la 218, c'est d'orienter les travaux d'intérêt général vers des travaux œuvrant pour la transition écologique. C'est de vous ? Pas du tout. Pas du tout. Il est vrai qu'il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites. Elles ont toutes été votées à une majorité de 60%. C'est-à-dire qu'on a dû qualifier nos propositions entre prioritaires et non prioritaires. Et les propositions prioritaires ont été votées à 60% de notre Assemblée. Après ce genre de propositions, effectivement, il y en a eu pas mal au niveau de l'habitat également, mais qui impliquait en fait une modification de la loi. Alors c'est vrai que la métropole n'est pas compétente toujours pour modifier la loi, notamment pour tout ce qui est travaux d'intérêt général, mais pourquoi pas, ça peut faire partie des propositions. Et c'est vrai que nos propositions dans ce cadre-là étaient faites pour qu'on puisse, grâce à nos élus, faire remonter au niveau national certaines propositions qui nous tenaient à cœur. Alors justement, vous l'avez évoqué, on va voir à présent ce qui va se passer pour la suite, et pour le savoir, on va écouter le président de la métropole, Christophe Ferrari. Ensuite, on travaille toutes ces propositions jusqu'au mois de mars pour un conseil extraordinaire où là, pour ce qui nous concerne, il y aura des délibérations qu'on devra prendre pour mettre en œuvre avec les éléments financiers qui y sont associés. Ça voudra sans doute peut-être dire de revoir des priorités, d'accélérer certaines priorités qu'on a déjà mises en œuvre. Ils ont aussi dit que la métropole faisait déjà pas mal de choses, ce qui est là aussi intéressant, mais que ce n'était pas assez connu. Et donc voilà, donc il y a tout ce travail-là d'évaluation des propositions financièrement, délibération. On va envoyer à qui de droit toutes celles qui ne nous concernent pas. Pendant ce temps-là, la Convention citoyenne des ambassadeurs pourront aller dans les conseils municipaux, présenter les choses. Il faut absolument que ça diffuse chez les habitants. Et puis on votera. Et puis s'il y a des propositions qui sont très compliquées, sur lesquelles finalement nous-mêmes les élus, on n'arrive pas à avoir de position, eh bien nous irons jusqu'à la votation citoyenne et une forme de référendum. Voilà, la votation citoyenne, ça c'est une info, parce qu'il n'y en a pas souvent, pour pas dire pas du tout, dans la métropole. Est-ce que vous êtes confiante, vous n'avez pas peur que ça fasse un peu pchit comme la Convention citoyenne nationale ? C'était le risque. En tous les cas, on est tous partis avec ça en référence et en disant aux élus et à Christophe Ferrari en particulier que voilà, on voulait justement pas qu'il arrive cette même chose. Cette convention, en fait, ça a été 8 mois, de mars en ce moment. C'est une expérience très riche, une occasion unique de se former à toutes ces problématiques-là. C'était aussi, je trouve, une aventure humaine, en fait. Et il y a une vraie volonté aujourd'hui de poursuivre. Et il y a quand même déjà un collectif qui a demandé à pouvoir suivre les travaux. Donc je crois qu'on a accepté tous d'y passer du temps. Mais on ne voudrait pas que ça reste, pour la plupart, lettre morte. Donc on va être très attentifs, oui, je pense. Je pense qu'on est les meilleurs ambassadeurs, effectivement, pour déjà mettre en avant les démarches qui ont été entreprises par la métropole, dont on n'avait pas connaissance, effectivement. On a appris beaucoup de choses. Et donc, ils ont tout intérêt
à faire appel à nous, on va dire, que ça soit pour porter déjà les actions mises en œuvre, ou que ça soit peut-être pour éviter qu'on dise que toute cette convention finalement se terminera par un pchit, mais je ne crois pas. Je pense qu'ils ont tout intérêt à se servir de nous, et puis nous on est tout à fait volontaires pour partager notre expérience avec les autres habitants de la métropole et pour leur dire qu'effectivement c'était une aventure humaine très intéressante et on a gardé tous des liens, on a tous évolué au contact des autres avec nos diverses expériences et c'était très enrichissant. Merci beaucoup à toutes les deux et puis merci à toute la convention citoyenne pour toute la métropole. Merci. Merci. À suivre dans le Sport Express à la fin de ce JT, 2 bonnes et une mauvaise nouvelle. Le GF38 reste bien calé dans sa spirale de victoire avec un nouveau succès sur Niort, 3-0 à l'extérieur. Les Grenoblois grimpent à la 6e place de Ligue 2. Les Brûleurs de Loup s'imposent, eux, à domicile face à Chamonix. Victoire à 4-1. Et la mauvaise nouvelle vient du Stade des Alpes. Le FCG Rugby perd 13-26 contre Provence Rugby, pourtant en difficulté cette saison. Les Grenoblois ont encaissé 3 essais. Ils descendent à la 6e place de Pro D2. Et puis dans l'agenda culturel, le World Trade Center à Europol accueille mardi soir le festival Femmes d'Aventure. Pour cette 4e édition, une nouvelle sélection de films et documentaires qui s'ouvre à toutes les disciplines entre performance et esprit de découverte, en présence de femmes d'aventure. Lise Billon, Aurélia Lano, Colline Balébaz et Mélissa Lenévé, première femme à avoir grimpé du 9A, la cotation d'escalade la plus difficile. Vous les retrouvez toutes les 4 bientôt dans un prochain magazine Grand Air. Et puis l'amour, c'est aussi une belle aventure. Le Grand Angle à Voiron vous propose de suivre celle d'un couple magique. Mardi soir, une pièce écrite par Laurent Ruquier, mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec l'agent immobilier comédien Stéphane Plaza, mais aussi Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssens dans les principaux rôles. L'histoire d'un magicien amoureux de sa partenaire que son agent artistique cherche à évincer au profit de son petit ami. Moins de portes qui claquent et de rires en cascade, mais une histoire de vie dans la vallée de la Romanche du début du XXe siècle à nos jours. La mécanique des roches, c'est mardi soir dans la salle du Lossy à Gières. Le film documentaire raconte le destin des ouvriers oubliés et l'histoire d'une jeunesse face à son avenir. Sur scène, un musicien accompagne ce récit poignant au son de la guitare et du tambour. Un ciné-concert dans le cadre des 10 jours de la culture de la métropole. C'est la fin de ce JT, retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.